Salut à tous et bienvenue dans votre émission Leitmotiv. Aujourd'hui, nous recevons pour vous en exclusivité une dame dont très peu de personnes connaissent le parcours. Elle fait partie des rares femmes dans le domaine de la fabrication de farine infantile en Afrique. Alors qu'une carrière internationale lui était destinée, elle se lance dans ce projet. Plus de 25 ans après, c'est une femme, une chef d'entreprise de renom accomplie. Madame Marie Djangoy Konaté dans Leitmotiv, c'est tout de suite après la pub. Vous êtes chef d'entreprise, cadre ou jeune entrepreneur? Votre parcours et votre histoire peut inspirer ou motiver la jeunesse africaine. Participez à votre émission Leitmotiv sur 2STV et partagez votre expérience avec ceux qui en ont besoin. Infoline 78 245 57 72. Leitmotiv. Nous avons tous besoin d'une source d'inspiration. Madame Marie Djangoy Konaté, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Je pense que nos téléspectateurs sont très impatients de connaître votre parcours. J'espère ne pas les décevoir. Non, je crois pas. Alors on y va, on s'installe? Alors Marie Djangoy, vous êtes l'aînée d'une famille avec un caractère bien trempé. Aussi loin que vous vous en souvenez, racontez-nous votre histoire. Je suis l'aîné d'une famille de 3 enfants. Je viens aussi d'une famille, j'ai oublié de dire que ma famille est malienne. C'est une grande famille de Bamako, et une famille politique. Mon grand-père, Mamadou Konaté, a contribué à l'indépendance du Mali, c'était le président du RDA. Ah, félicitations. Mon père lui-même était un grand homme politique au Mali. Donc nous sommes toujours tournés vers le développement, le destin, l'amour du pays. Bien sûr, ce qui est tout à fait normal. Racontez-nous un peu votre enfance. J'ai eu une enfance insouciante. Nous étions des enfants gâtés. Gâtés dans le sens où nous n'avons manqué de rien, de bonnes études, toujours bien habillés, et de parents très sévères. J'imagine. Oui, très sévères, qui nous choyaient, mais qui également nous... Était assez dur quand même. Oui. Concernant l'éducation. Sévère. Mais vous, en tant que fille, au milieu de 2 garçons, en plus l'aîné. Mais moi, j'étais la fifi à son papa. Bien sûr. Donc, maman était très sévère, papa aussi, mais vraiment, j'étais la chouchou de papa. Donc, peut-être que ça a aussi créé quelque part être au milieu de garçons comme ça. Un peu de jalousie de la part des frères? Non, parce qu'ils avaient maman pour eux. D'accord. Moi aussi, c'est un peu bizarre de le dire comme ça, mais non, je n'ai pas souffert de cette forte masculinité, au contraire. Ça a même déteint sur moi. Oui, avec le caractère, il paraît que vous avez, d'après ce que vous-même vous dites. Alors, donc, vous commencez votre primaire à Bamako? Je fais l'école... En fait, j'ai fait toutes mes études primaires, secondaires à Bamako, et ce n'est que plus tard que nous sommes allés en Belgique et que j'ai poursuivi mes études universitaires. Et quel genre d'élève, alors, étiez-vous au primaire? Espiègle. Très espiègle. En fait, j'étais très jeune. Je suis arrivé très, très jeune à l'école. C'est maman qui m'a appris à lire et à écrire. Et donc, quand je suis arrivé, j'avais tout de suite sauté 2 classes. Ah, d'accord. Mais je savais déjà lire et écrire. J'étais assez douée, donc, mais j'étais très petite. Et votre primaire se passe donc très très bien.
C'est pas si bien que ça, parce que comme j'étais toute petite et j'étais menue en plus, que j'avais comme camarades de classe des filles beaucoup plus fortes et beaucoup plus âgées, c'était pas toujours facile. Et je crois que de s'affirmer au milieu de ces personnes. Et je crois que c'est comme ça que mon esprit rebelle s'est réveillé. Ah mais oui, parce qu'il fallait bien exister au milieu de ces personnes un peu plus fortes, un peu plus non seulement imposantes. J'étais toute petite, menue, et puis ça se voyait, je venais d'une très bonne famille, enfant privilégié, dans une école publique. Parfois, c'est pas facile. Oui, ça se voit tout de suite. Alors, comment se déroule tout ça? Vous faites un bon primaire, vous allez après au collège, dans la même école, ou alors vous changez d'école? Non, j'étais... Après, je vais au lycée Notre-Dame du Niger, à partir de la 6e. Un lycée mixte ou un lycée que de filles? Un lycée que de filles. Un lycée que de filles. Auparavant, au primaire, c'était mixte. D'accord. Donc c'était un lycée que de filles, avec des sœurs. La plupart des sœurs étaient françaises ou canadiennes. Et ensuite sont arrivés des coopérants russes comme professeurs de maths ou de physique. Alors vous obtenez donc le BPC à 13 ans et vous choisissez de faire une filière scientifique au secondaire. Pourquoi avoir fait ce choix? Tout ce qui est scientifique, tout ce qui est technique m'a toujours attiré. La littérature, oui, mais finalement, je n'étais pas si bonne que ça. Et puis, surtout, je n'aimais pas la poésie. Et quand on nous faisait étudier des textes de Baudelaire, ça ne passait pas. Senghor, encore moins. Je le trouvais très hermétique. Et finalement, en classe de seconde, j'ai conclu que je n'aimais pas trop la poésie et je préférais les matières scientifiques. Et puis je suis une famille où mon père est économiste, ma mère médecin. Alors comment se passe votre dernière année donc, au lycée, donc l'année du bac? Je ne suis pas allée jusqu'au bac. En première, la famille a quitté le Mali et nous nous sommes retrouvés en Belgique. D'accord. Donc mon père qui était ministre des Finances au Mali, ensuite a été élu secrétaire général des ACP. Afrique, Caraïbes, Pacifique. Et donc nous sommes retrouvés en Belgique. Moi je devais avoir presque 15 ans, c'était au pic. Alors comment se passe votre arrivée en Belgique, donc de Bamako à Bruxelles? Un choc. Pourquoi? Parce que à cette époque-là, 12, 13, 14 ans, on manifestait dans la rue pour l'indépendance de la Rhodésie, on manifestait pour le Mozambique, il y avait toutes ces indépendances naissantes. Aller me retrouver chez les Belges avec le Zaïre, tout ça, c'était pas évident. Oui, non, j'étais déjà... En plus, en pleine adolescence. Oui, donc j'étais déjà assez rebelle. Et puis il y a Bob Marley qui lançait ses tubes. Donc me retrouver en milieu européen, ça m'a fait tiquer. J'avais l'impression de trahir l'Afrique. Ah bon? Alors donc, de la première à la terminale, alors comment se fait un peu votre intégration dans cette nouvelle école? Eh bien, je me retrouve dans un lycée à Waterloo. D'accord. Et un lycée de bonnes sœurs encore. Mais il y avait quand même des Africains comme vous? Oui, hein, quelques Zaïrois, quelques Zaïroises. Ça se passe bien au niveau des études, beaucoup moins bien au niveau de la discipline. Toujours, décidément. Mais j'étais pas méchante, j'étais espiègle. Espiègle, voilà. Je n'étais pas bandit ni rien du tout, j'étais juste espiègle. Voilà. Alors après votre bac, qu'est-ce que vous décidez donc de faire? Vous avez Alors après votre le bac, je l'ai à 16 ans et je ne sais pas quoi faire. Aucune idée de ce que je veux faire. Je sais seulement que je ne veux pas me retrouver dans un bureau. J'aimerais bien travailler à l'extérieur. J'aimerais bien être autonome, mais je ne sais pas quoi faire. Et donc vous vous orientez dans quoi? Donc je m'oriente vers les sciences humaines et je fais un an de sciences humaines à l'université de Bruxelles et je finis par choisir, par opter pour l'architecture parce que c'était technique, ça se faisait moderne et que... Ça faisait plus... Et puis je me retrouvais à l'extérieur et puis c'est... pour moi, tout le marché africain s'ouvrait. Alors donc après le bac, vous faites combien d'années comme ça d'économie, architecture? Alors sciences humaines, c'est là que nous quittons la Belgique pour nous retrouver en Suisse. D'accord. Parce que papa a été affecté en Suisse, au GATT, qui aujourd'hui
l'Organisation mondiale du commerce. Aujourd'hui, ça s'appelle l'OMC, mais ça s'appelait le GATT. Oui, oui. Et donc, je me retrouve à Genève, à l'Université de Genève. Et là, j'opte pour l'architecture, mais j'ai un petit penchant pour le droit. Et donc, je m'inscris dans les deux facs. Et je crois que ça se passait bien, puis finalement, ça ne se passe pas si bien que ça, puisque je manque rater ma première année d'architecture. Il faut faire un choix. C'était trop lourd, je ne peux pas trop de boulot à suivre en même temps. Et donc, vous faites un choix de rester. Et pendant ce temps, je m'amusais. Donc, suivre les trois, c'était pas... C'était un peu difficile. Donc, vous optez plutôt pour l'architecture. J'opte pour l'architecture. Toujours le côté combien technique. d'années, là? 5 ans. 5 ans. Et alors, après ces 5 ans? À la 4e année, je quitte Genève pour un stage au Brésil. Et là, je découvre tout un autre monde. Le monde. Alors, racontez-nous donc votre arrivée au Brésil. J'arrive au Brésil et je découvre un pays extraordinaire. Mais là, vous êtes en milieu toujours estudiantin ou alors vous êtes dans un appartement? Non. Mes parents ont fini par trouver un ami français qui, il y a longtemps, habitait au Mali. Donc, il me confie à ce monsieur-là qui devient votre tuteur? Oui, qui est mon parrain. Quand nous étions petits au Mali, c'est lui qui faisait office de Père Noël. Ah, d'accord. Donc vous le connaissiez déjà assez bien? Depuis toute petite. Et donc, qui me trouve un stage dans une des plus grosses boîtes d'entreprises de BTP du Brésil. Et donc, je me retrouve tout de suite dans cette énorme entreprise. 25 000 employés quand même. Wow. Et donc, je découvre tout ce qui est grand. C'est un pays magnifique, des gens de toutes les couleurs. Et surtout, je comprends tout de suite que c'est un bout d'Afrique, mais l'Afrique de demain. Alors, plus le temps avançait, plus je dis non, c'est l'Afrique d'après-demain. Bon, c'est l'Afrique dans 100 ans. C'est extrêmement développé. Alors, votre arrivée dans cette grande multinationale, si je peux le dire, vous êtes une femme menue. Non, menue, c'était jusqu'à l'âge de 18 ans. Alors, d'accord. Après, j'ai grandi. D'accord. Alors, quand vous arrivez, comment ça se passe? Parce que là, vous êtes quand même dans un milieu d'hommes un peu. Je suis dans un milieu d'hommes et surtout, il n'y a pas beaucoup de noirs dans l'entreprise. En plus. Et s'il y en a, c'est pour des tâches subalternes. Ah, au Brésil aussi, ça se passe comme ça? Au Brésil aussi, ça se passe comme ça. Même si le racisme n'est pas aussi criard qu'ailleurs dans le monde. Mais oui, c'est un racisme social, si vous voulez, mais économique. Vous, avec votre faciès, vous passiez facilement aussi pour une Brésilienne. Ah, je passais pour une Brésilienne. Certains pensaient même que j'avais un grand-parent japonais. Donc, je n'étais pas nippon, j'étais nissé. Alors, quelles étaient vos fonctions? Votre stage consistait en quoi? Alors là, je ne me souviens plus très bien. Je commence par la direction technique, les ponts, les routes, les barrages. Et tout de suite, rapidement, je suis orienté dans le département international parce que le constructeur Andrade Gutiérrez voulait obtenir des marchés en Afrique. Il voulait donc sortir du Brésil et développer des projets de routes, de ponts, de barrages en Afrique. Et donc, on m'oriente plutôt vers ce département-là. Donc, je me trouve à la direction internationale où j'assiste, j'accompagne le directeur des projets Afrique. Madame Konaté, je vous propose de revenir sur votre parcours juste après la pub. Vous êtes chef d'entreprise, cadre ou jeune entrepreneur? Votre parcours et votre histoire peut inspirer ou motiver la jeunesse africaine. Participez à votre émission Leitmotiv sur 2STV et partagez votre expérience avec ceux qui en ont besoin. Infoline 78 245 57 72. Leitmotiv. Nous avons tous besoin d'une source d'inspiration. De retour avec notre invitée Marie Djangoy Konaté, fondatrice de PKL, une entreprise spécialisée dans l'agroalimentaire. Alors là, vous restez au Brésil combien de temps? Parce que vous avez un stage, le stage, il était déterminé. Moi, j'ai oublié le stage. Combien de temps? Parce que je suis allée pour faire un stage d'architecture. Je suis arrivée dans un cabinet d'architecte, je n'ai même pas dû y faire 2 mois. Oui. J'ai abandonné le stage. Je suis rentrée dans cette grande entreprise. J'ai tout de suite eu un énorme salaire pour des grands projets.
La vie était très belle. Et l'école, vous n'en avez pas tenu rigueur? Vous n'avez pas J'ai oublié l'école. Et vos parents, ils ont dit quoi par rapport à ça? Mais quand j'ai appelé mon père à Genève pour lui dire, voilà, telle entreprise veut me recruter, je vais avoir un salaire de 15 000 $, il dit, tu vas gagner plus que ton papa. Ah ça, c'est le bon réflexe. Mais quand vous avez 18 ans ou 19 ans, que vous gagnez 15 000 $ au Brésil où rien n'était cher, la vie était trop belle. Mais vous gardiez quand même les pieds sur terre ou alors vous étiez en train de planer? Non, j'ai jamais perdu pied. Ça, c'est déjà très bien. Jamais perdu pied. Alors, donc là, votre vie, elle change du tout au tout. Ma vie change. J'ai énormément d'argent. Je suis belle. Je suis dans un beau pays. J'ai tout ce qu'il me faut. Et vous décidez de faire quoi? Parce que vous pensez toujours à l'Afrique, au développement? Ah non, non. Même pas? Non, je profite. Vous vivez l'instant? Je vis l'instant. J'ai énormément de travail. Il y a des projets sur le Congo, le projet sur l'Angola, des projets au Cameroun. Voilà, et puis vous restez combien de temps dans cette entreprise? Je ne sais pas, 5, 6, 7 ans. Je ne sais pas. Et après, vous décidez de faire quoi? 5-6 ans? Parce que vous avez vite fait le tour au bout de 5-6 ans dans une entreprise. Brésil? Non, dans l'entreprise. Dans l'entreprise. Pas du tout. Non. Vous savez, les projets sont divers. Mais c'est une entreprise où vous avez pu évoluer ou alors vous êtes resté au même statut? J'étais tout de suite à la direction internationale, donc je ne pouvais pas aller plus haut. D'accord. Par contre, je suis passé de projet en projet. Par exemple, un jour, le patron, le vieux Andrade Gutiérrez, m'appelle et me supplie, parce que j'avais refusé, de recevoir Mobutu. Mobutu Sese Seko, j'ai dit je ne peux pas. Mais pourquoi? C'est un dictateur. Ah, donc vous avez refusé catégoriquement? Donc le vieux m'a appelé pour me demander. Alors, j'ai été bien élevée, je suis africaine, le vieux père m'appelle et me demande, je ne peux pas dire non. Je dis oui, d'accord, je veux bien, donc on m'envoie un avion privé, on se retrouve. Effectivement, c'est bien Mobutu qui est devant moi. Alors comment ça se passe la rencontre? Mais je lui dis bonjour, mais je ne lui serre pas la main. Ça, c'était clair. Mais Mobutu venait pour un projet d'élevage. Il voulait des zébus brésiliens, il voulait de la viande brésilienne chez lui, tout un gros projet d'élevage. Et donc, dans cette entreprise dans laquelle je travaillais, il y avait tout un pan agriculture et un pan élevage. Donc, c'était un super beau projet. Donc, c'est à vous qu'on avait confié donc, le projet pour l'aider à... Pas que moi seul. Oui. On a travaillé sur ce projet pour le Zaïre. Et ensuite, pratiquement, nous avons répété ce même projet pour la Côte d'Ivoire, un projet Zébi, puisque le président Houphouët voulait aussi développer son projet viande. Justement, Marie Diongoye, s'il y a bien un chapitre très important dans votre vie, c'est votre rencontre avec le président Feu Félix Houphouët-Boigny. Racontez-nous ce que vous retenez de ce moment décisif de votre carrière. Donc, nous sommes arrivés en Côte d'Ivoire, l'équipe brésilienne à laquelle je faisais partie, pour s'inscrire dans tous ces projets d'appel d'offres de route qui étaient financés par la Banque mondiale, la BAD, etc. Il fallait donc travailler sur Toujours pour le compte de la même société dans laquelle vous étiez? Oui. Okay. Toujours constructeur Andrade Gutiérrez. Il y avait plusieurs projets sectoriels, routiers, infrastructures, etc. Et donc, on travaille. Quand on veut participer à un appel d'offres pour les routes, on achète le dossier d'appel d'offres, on le feuillette et ensuite on balade tout le pays, là où les routes doivent être construites, faire des prélèvements, voir la qualité du sol, voir la géographie, etc. Parce qu'il faut pouvoir faire une offre et l'emporter. Donc, on fait plusieurs allers-retours jusqu'à ce que le président Houphouët apprenne que je suis là. Moi, j'étais dans mon insouciance et que je me fasse pratiquement convoquer et que je me fasse houspiller par le vieux parce que mon grand-père paternel, Mamadou Konaté, ayant été son meilleur ami, ils ont créé ensemble le RDA dans la cour de mon grand-père à Bamako. Ah, ok. Donc, je suis sa petite fille, je viens en Côte d'Ivoire et je ne viens pas le saluer. Et vous ne prenez pas la peine d'aller le saluer. Donc, vous vous êtes bien fait sermonner. Gentiment. Et donc, moi, je tombais un petit peu des nues. Et pour moi, il était très haut. Mais ça a quand même bien facilité les choses aussi.
Non, ça a tout changé. Super. Puisque le président Houphouët nous a dit, vous ne pourrez jamais remporter un appel d'offres de route. Les Français sont là, les Israéliens sont là, les Allemands sont là. Vous n'avez aucun repère, aucun enracinement ici, les autres vous devanceront. Il dit, par contre, vous êtes Brésilien, je rêve de développer la culture du soja en Côte d'Ivoire et j'aimerais bien produire de la viande. Nos vaches, les Ndama, sont trop petites, on ne produit pas assez de viande et le nord-ouest de la Côte d'Ivoire est désœuvré. Ici, chez nous, le sud et l'est ont le café, le cacao. Le centre et le nord ont le coton. Le nord-ouest de la Côte d'Ivoire ne produit rien de spécifique. Je voudrais un projet soja dans cette région-là pour développer cette région-là. Donc vous venez pour quelque chose, alors il vous dit carrément non, pour ça c'est pas possible, mais allez plutôt de ce côté-là. Et moi je suis subjugué. Je suis subjugué parce que je reconnais un grand cerveau, je reconnais quelqu'un qui aime son pays, mais de passion, hein, il aime son pays de passion, qui connaît son pays et qui se dit il y a telle partie du pays qui n'est pas qu'il faut développer, qui n'a pas de produit spécifique identifiable. Tout à fait. Et donc il nous demande de développer le soja dans ce pays-là, dans cette zone-là. Et il compte sur les Brésiliens parce qu'il avait déjà demandé aux Américains de lui permettre de développer le soja. Et il estimait que les Américains avaient saboté le projet parce que je le vois encore faire le signe, le soja ne dépassait pas 30 cm. La terre de ce pays est très riche. Ouais, il était je pas compte sur les satisfait. Brésiliens. Ouais. Et il avait raison. Et il avait raison. Et là, à ce moment-là, ça fait tilt dans votre tête. Non, ça fait... C'est-à-dire, je me suis retrouvée à la maison, quand mon père, ma mère me parlent du pays, il faut développer le pays, ça me remue. Et cet homme a un tel pouvoir de conviction, et quand il parle, c'est avec une vraie passion, on ne peut être que convaincu. Et les Brésiliens étaient contents aussi. Ouais. Et vous retrouvez votre âme de combattante. Et moi, je retrouve mon âme de combattante. Exactement. Bon, je sens bien que la bomba, c'est un peu terminé. Voilà, il faut passer aux choses sérieuses. Et pourtant, je travaillais énormément, hein, mais avec une certaine insouciance. Pourtant, je travaillais beaucoup. Mais là, c'était autre chose. Là, ça concernait mon continent. C'était plus pareil. Ouais. Et là, vous retournez donc vers votre patron, lui expliquer tout ça. Non, ils étaient là avec moi. Ah, mais il les a fait convoquer. Quand le président dit pour les routes, c'est pas la peine, comment ils le prennent? Très bien. Ah, super. Ils veulent s'implanter en Afrique. D'accord. Donc si ce n'est pas possible par les routes, exactement. Ils veulent s'extérioriser. Si ce n'est pas par les routes, ce sera par l'agroalimentaire. Le Brésil est un champion de l'agroalimentaire. Le Brésil est le numéro 2 mondial du soja. Donc, de toute façon, ça faisait la promotion du Brésil. Là, il s'adressait aux bonnes personnes. Et la constructeur Andrade Gutiérrez faisait aussi de l'agriculture, de l'agroalimentaire. Ils avaient aussi développer ce domaine-là. Donc, je change de département. Alors, racontez-nous un peu tout ça. Donc, vous retournez au Brésil avec vos supérieurs. Je retourne au Brésil, je quitte les routes, les ponts, le béton et je me retrouve dans des champs de soja, dans des centres de recherche avec pour du bétail. identifier la variété de soja qui correspondrait mieux aux terres. Donc, on ne faisait plus des sondages pour voir la qualité du sol pour la route. Maintenant, on faisait des sondages pour voir quel type de sol on avait pour quelle variété de soja. Donc, vous voyez, j'apprenais, à chaque fois, je rentrais dans un nouvel univers et c'est ce qui me plaisait beaucoup. J'ai appris ce que c'était que le zébu brésilien, les diverses races de zébus, celles qui supporteraient les tiques qu'on trouve ou les puces qu'on trouve en Côte d'Ivoire, celles qui donneraient le plus de viande, celles qu'on pourrait mixer avec le ndama, parce que le ndama, c'est une petite vache. Donc, il fallait trouver un zébu dont le fœtus était assez petit pour que la ndama puisse supporter. J'ai appris à faire des inséminations artificielles. Ah, c'est fabuleux ça, c'est bien. J'ai appris à faire des inséminations artificielles. J'ai appris à diviser les ovocytes, plein de choses. C'est formidable ça. Alors donc, vous prenez donc ce projet en main. Ah oui. Et vous revenez donc en Côte d'Ivoire, mais là vous... Plusieurs fois. Plusieurs fois. Ah, vous ne restez pas, vous ne vous installez pas, vous faites des allers-retours. Plusieurs allers-retours, un travail énorme.
qui me passionne. Et puis, une fois que les projets ont été ficelés, que les financements ont été acquis, financement, c'était la BAD, le FAD, le Fonds africain de développement, le gouvernement ivoirien, les paysans ivoiriens, la coopération brésilienne. Et c'est là que Andrade Gutiérrez a travaillé avec la DCGTX. Donc j'avais comme patron au Brésil celui que j'avais, et en Côte d'Ivoire, j'avais Antoine Césario. Oui, J'ai tout le temps à la DCGTX que vous pouvez confier ces projets les plus importants. Donc le projet Soja et le projet Zébi ont été confiés à M. Antoine Césario. Donc, alors ce projet, il a duré combien de temps et il s'est terminé combien de temps après? Vous avez travaillé dessus combien de temps et vous avez finalisé Enfin, je suis un peu fâché avec les dates, mais toujours est-il que c'est en 89 qu'on me demande de venir piloter, de m'installer en Côte d'Ivoire. D'accord. Et ça va durer combien de temps? 3 ans, 4 ans à faire des allers-retours? 6 ans pour finaliser le dossier? Non. En 89, on me propose le poste, que je mets beaucoup de temps à accepter, et je ramasse mes affaires, je quitte la mort dans l'âme, le Brésil, et je viens m'installer en Côte d'Ivoire. Alors, c'est là, Marie Diongoye, que va commencer justement votre aventure dans la production industrielle, cet amour que vous avez depuis toujours. Malheureusement, le temps qui nous est imparti touche à sa fin. Nous donnons donc rendez-vous la semaine prochaine à nos téléspectateurs pour la suite et fin de cette émission qui vous est consacrée. Que Dieu vous garde. La semaine prochaine dans Leitmotiv. La teneur en huile de la graine de soja, généralement dans le monde, c'est 18%. En Côte d'Ivoire, c'était 25%. Wow, donc elle était vraiment riche. C'est la terre de Côte d'Ivoire qui est extraordinaire. Après la première évaluation à mi-parcours faite par la BAD, j'ai donné ma démission. J'ai tout arrêté. Je n'en pouvais plus. Mais je n'en pouvais plus. Je voulais prouver qu'on peut partir de pas grand-chose et arriver là où on est ici aujourd'hui. Tout à fait. Je vous donne rendez-vous ce dimanche dans Leitmotiv sur votre chaîne préférée pour votre émission. Je vous donne rendez-vous ce dimanche. De retour avec notre invitée, Madame. Non. Ok. De retour avec notre invitée, avec Madame. Non. Mais pourquoi j'ai avec ce Madame? Vraiment. De retour.